tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Que de fixations sur la date du 28 avril au Bénin. À cette date, plus de 5 millions d'électeurs devront se rendre aux urnes pour le renouvellement du Parlement béninois. Au niveau des états-majors des partis politiques, la date est sur presque toutes les lèvres. 1001 actions entreprises le sont, si référents. Que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on vit le décompte en termes de stratégie à adopter et d'initiatives à prendre pour en faire un jour mémorable. L'opposition rêve de s'offrir le maximum de sièges afin de faire du Parlement un véritable instrument de contre-pouvoir. La mouvance nourrit la même ambition, le maximum de sièges possible, mais pour en faire le bras armé de l'exécutif. Législative du 28 avril 2019 au Bénin, un tournant décisif de la gouvernance. Talon, c'est là, mesdames, messieurs, le thème en débat pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour en débattre, un universitaire chercheur et un acteur de la société civile. À ma gauche, Justinien Rongpatin, universitaire, il est chercheur en droit public, droit constitutionnel et international. Justinien Rongpatin, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, un acteur qui n'est véritablement pas présenté. À un moment donné, il s'est fortement illustré. Michel Alokpo, c'est son nom, juriste, consultant. Il est acteur de la société civile et c'est à ce titre que nous le recevons sur ce plateau. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci de répondre à notre invitation. Tout plaisir. Ça fait un long moment qu'on vous a vraiment entendu. En tout cas, on est heureux de vous savoir libre pour nous accompagner durant cette émission qui sera une émission éclairage, une contribution à l'animation de la vie politique. Tout premier scrutin à l'ère du régime du nouveau départ, les Béninois seront aux urnes le 28 avril prochain pour les élections législatives. Un scrutin qui focalise singulièrement l'attention dans un environnement particulier, fait de nouveaux textes de loi encadrant les joutes électorales. Dans la masse populaire, vivement, le 28 avril, s'exclame-t-on. Les acteurs politiques ne sont pas du reste. Justinien Rongpatin, élection, oui, élection législative en plus, oui. Mais pourquoi tant d'intérêt autour de ce qui se fera dans pas très longtemps? Merci. Tant d'intérêt autour de ce qui se fera certainement le 28 avril prochain, pour plusieurs raisons. Des raisons objectives comme des raisons subjectives. Des raisons perçues ou connues et des raisons inconnues et qui a lieu de supposer, de formuler par hypothèse. C'est ça. Le peuple béninois attend que les institutions de sa République fonctionnent. Et ça ressort de la Constitution. De l'autre côté, l'Assemblée nationale occupe une place centrale dans la vie politique d'un pays et dans le développement du Bénin. Le vote des lois est nécessaire. La poursuite au niveau du vote des lois est nécessaire pour la continuité de l'État. Maintenant, comme nous le disons et comme nous l'avons découvert à travers les différentes recherches fondamentalement centrées sur l'étude de la doctrine en droit, l'opposition, la mouvance, la majorité, la minorité, c'est des éléments clés qui quadrillent la vie politique d'un pays. Et comme j'ai eu à le remarquer, les élections qui viennent nous donneront l'occasion de vivre une fois encore le jeu majorité-minorité au sein du Parlement. Et ça va être l'occasion pour l'opposition et pour la mouvance d'un côté comme de l'autre de mieux se repositionner. Ça soulève la question même du temps en politique et en droit, parce que lorsque la date est fixée, nécessairement elle arrive. Et lorsqu'elle arrive, sur le plan psychologique, elle peut être source de stress. Et sur le plan géopolitique, elle doit être source de stratégie, comme je l'avais dit. Au niveau de l'opposition, et là, j'évoque un peu quelques raisons subjectives que je formule par hypothèse et qui devraient quadriller, qui devraient déterminer les enjeux de la mouvance comme de l'opposition. Alors, au niveau de l'opposition, quand on tient un peu compte des remarques qui sont faites, des critiques qui sont formulées, ça va être l'occasion pour cette opposition-là de renforcer sa présence au Parlement, de manière à réduire les sièges de la mouvance pour que, de manière forte, une opposition qui se fasse entendre par
par le pouvoir en place et puisse s'installer. Pas pour dire que le pouvoir en place n'écoute pas l'opposition, mais l'opposition a intérêt à ce qu'elle puisse se raffoler des sièges et assez de sièges pour empêcher des réformes constitutionnelles ou des réformes politiques profondes. Au niveau du pouvoir en place, les élections à venir constituent un enjeu de taille. Un enjeu de taille parce que quand vous lisez un peu, vous faites une très belle lecture de l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays depuis 2015-2016, vous remarquez qu'il y a des rendez-vous manqués. Il y a des rendez-vous manqués, et ces rendez-vous manqués sur le plan politique, institutionnel et constitutionnel, je crois que les élections à venir constituent un carrefour déterminant pour la reprogrammation de ces rendez-vous et la réussite de ces rendez-vous déterminants dans les grandes réformes annoncées par le président. En somme, ça reste une élection, mais une élection toute particulière. Très particulière. Je vais recueillir avec votre permission l'avis de votre vis-à-vis. Michel Lalopo, oui, la même question pour vous. Pourquoi tant de fixations autour de ce scrutin? Le scrutin du 28 avril qui s'annonce va tourner une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Vous avez vu et su qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une certaine réforme du code électoral de la charte des partis politiques qui a conduit à la formation de différents blocs qui se cherchent aujourd'hui. Et pour certains, ils ont changé de logo. À un certain niveau, il y a la peur de ne pas se reconnaître par ses électeurs face au nouveau logo que les partis politiques se sont choisis. Pour l'opposition, il y a des deux partis de l'opposition que nous sommes en train de voir sur le terrain aujourd'hui ont su garder leur logo. Je veux nommer FCBE et l'URCL. Et je pense que le Bénin a une histoire qui va apprendre aux autres nations que nous sommes mûrs en politique. Ce qui va se passer le 28 avril 2019, ça va être étonnant pour la classe politique béninoise. Pour la classe politique elle-même? Elle-même, parce que nul ne sait ce qui va se passer. Nul ne sait qui aura la majorité et qui sera en minorité au sein de l'Assemblée. Si je prends du côté de la mouvance, les promesses annoncées par la mouvance, les difficultés qu'on connaît la population aujourd'hui, ternit un peu l'image de la mouvance. Quand nous faisons un peu de contact à côté de la population, nous avons senti que la population est fâchée. À cause des réformes qui ont été entreprises par la mouvance, qui ne servent nullement les intérêts du peuple. Nous avons vu que plusieurs sociétés privées ont fermé les portes. Aujourd'hui, les frais de douane ont augmenté énormément. J'étais en contact avec un homme politique de la mouvance qui m'a avoué, en tant que commerçant, qu'au niveau du Bénin Contrôle, les frais de douane parfois dépassent la valeur de la marchandise qu'on importe au Bénin. Et c'est de l'autorité publique que plusieurs entreprises, plusieurs expatriés ont quitté notre pays et ont créé le chômage. Le pouvoir en place a annoncé 100 000 emplois par an. Lors du bilan du chef de l'État, nous avons entendu parler de 200 000 emplois que l'État béninois a créés. Il est important que le gouvernement puisse apporter les chiffres pour que le peuple soit convaincu
qu'au Bénin, entre 2016 et 2018, qu'on a créé 200 000 emplois dans ce pays. La misère du peuple est tellement si profonde, le panier de la ménagère est pratiquement vide, les femmes souffrent au marché, il y a la mévente, les jeunes déambulent dans les villes, il y a beaucoup des centaines de jeunes qui ont leur master aujourd'hui, leur licence, et aujourd'hui sont à la recherche de job, du travail, et qui n'en trouvent pas. Je pense que la situation aujourd'hui est critique par rapport à la gouvernance talent. Du côté de l'opposition, nous voyons un peu la division qui se savent aujourd'hui. Je pense que ça va se calmer avec le temps parce que vous voyez un peu comment il y a des injures au sein de l'opposition. L'un insulte l'autre. Pour quelles raisons? Pour des raisons inutiles. Parce que le combat de l'opposition est essentiel, comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure. Il va falloir que le peuple prenne conscience de l'enjeu des prochaines élections législatives qui s'annoncent. Parce que celui-là qui peut porter la voix du peuple au sein du Parlement, c'est l'opposition. Ce n'est pas la mouvance. C'est l'opposition et la société civile. Et je crois fermement. Et je pense que ces élections vont bien se passer. Mais quand vous dites porter la voix du peuple, pas la mouvance est du peuple aussi. La mouvance est du peuple, mais si on donne la majorité à la mouvance, et comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le peuple ne peut rien contre le vote des lois liberticides que nous rencontrons aujourd'hui. Le peuple, les réformes, si l'opposition est renforcée au niveau de l'Assemblée, l'opposition peut freiner certaines réformes de la gouvernance. Je l'ai dit tantôt que les réformes dans son ensemble, elles ne sont pas mauvaises. Mais au finish, elles ne rendent pas service. Certaines réformes ne rendent pas service au peuple. Quel est l'avantage que le peuple tire? On nous parle de 6% de taux de croissance aujourd'hui. Mais sur le marché, le concret, le panier de la ménagère n'a pas changé, n'a pas augmenté. C'est un véritable problème. Je pense que dans une démocratie qui se respecte, il faut une forte opposition pour contrer les dérives du pouvoir en place. Et c'est pour ça que je dis que c'est la société civile et l'opposition qui pourra jouer ce rôle de contre-pouvoir et parler au nom du peuple. Enfin, c'est quand vous donnez la majorité à la gouvernance en place, mais il s'en fiche. Ils ne sont même pas à l'écoute du peuple. Vous voyez que les lois qui ont été votées, le code électoral, la charte des partis politiques, est-ce qu'il y a eu consensus? Il n'y a pas eu consensus. Il n'y a pas eu de dialogue avec le peuple. On a pensé que le gouvernement allait partir au référendum pour voter certaines lois, pour changer la Constitution. Elle n'a pas choisi la voie du référendum. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Je ne sais pas si le vote du 28 avril serait un référendum par lequel le peuple va sanctionner la classe politique béninoise. On est là pour voir. On est là pour voir. Vous avez évoqué plusieurs aspects, mais il y a un qui renvoie à l'image du rôle de l'Assemblée nationale, puisqu'on parle des législatives. J'aimerais bien qu'on y reste. Oui, Justinien, on partit voter les lois. C'est la mission régalienne des élus du peuple de contrôler l'action du gouvernement. C'est bien cela. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réformes qui n'auraient jamais prospéré sans l'aval des élus du peuple. Et les élus du peuple ont joué leur rôle à fond. Il y a votre vis-à-vis qui a cité un certain nombre de décisions. C'est un mélange, on peut dire. C'est vrai. Aujourd'hui, ici, on parle d'un certain nombre d'entre elles qui peut être prêtes à confusion. Il faut voir encore
les élus du peuple. Je veux parler du sujet qui défraie actuellement la chronique, la Criette, l'institution fêtière, qui a un rôle quand même formidable à jouer dans la République. Beaucoup de griefs contre l'institution, pas de juridiction à 2 niveaux et autres, la contradiction, assez d'éléments qui hier ont été votés. Si aujourd'hui il y a eu peut-être des couacs à ces niveaux, il paraît que si les députés ont été regardants, on aurait pu éviter tout ça. Ce n'est pas forcément l'exécutif. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il est question de revoir les types de députés qu'on veut envoyer? Est-ce que parce qu'on a eu de ces ratés avec la 7e législature, il faut se dire non, il ne faut pas donner la majorité à l'exécutif? Merci. Je prends le dernier point plutôt de la question. Oui. Parce que c'est ce que votre vis-à-vis a semblé surtout dit. Le pasteur Alopo a évoqué dans son raisonnement un certain nombre d'éléments qui suscitent également réflexion. Platon disait que toute personne se déplace avec toute sa charge. Toute personne se déplace avec toute sa charge. Oui. Lorsque vous considérez le Parlement d'un pays, ce Parlement, en réalité, fait ressortir le sociogramme du pays. C'est un débat délicat. Vous savez, la question se pose de savoir, faut-il agir sur les hommes politiques que le peuple envoie le représenter, donc au niveau de leurs compétences, ou faut-il agir sur le peuple lui-même qui délègue, qui désigne des représentants? Je crois que c'est aux 2 niveaux, eux-mêmes au niveau normatif, au niveau même du Parlement. Je voudrais observer en tant que quelqu'un qui reste ancré dans la science et dans l'analyse du paysage politique sur la base des concepts et de la science en la matière, pour dire que, les différentes lois qui ont été votées sous le régime du président Talon, que ce soit statut de l'opposition, la charte, Criette et tout ce que vous voulez, je dis en tant que juriste que c'est des lois, c'est des réformes normatives conformes aux textes en vigueur, au droit positif béninois, parce que si ce n'était pas le cas, on aurait déjà constaté un certain nombre de contentieux à cet effet. Donc ça, il faut le dire, en bon légaliste, il faut pouvoir reconnaître qu'il peut arriver, comme le dit Mahomet, je dis Mahomet, comment il s'appelle, Bob Marley, il peut arriver qu'un peuple se trompe ou qu'un peuple soit trompé par ses élus. Mais dans ce qui a été fait, est-ce que les normes ont été respectées? Est-ce que les normes de la République ont été respectées? Moi, je crois. Ce quitte donc la dimension normative objective pour entrer dans des dimensions normatives subjectives ou tout simplement dans des aspects intersubjectifs pour dire ceci. Quel type de député faut-il à l'ère du président Talon? Quel type de député face à un gouvernement qui va vite dans les réformes, un gouvernement qui manifeste une très grande volonté, un gouvernement qui veut rester ancré dans la vérité politique et en même temps faire de la politique. Et on a entendu un homme politique dire ici que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Voilà un président de la République, voilà un gouvernement qui veut, dans la gouvernance, dire la vérité au peuple et faire également de la politique. Et quelle est la place de la vérité dans la politique? C'est une question essentielle. Alors, moi je crois que par rapport, il va falloir que le peuple soit davantage sensibilisé, renseigné et informé sur les compétences d'un député, les compétences nécessaires à un député. C'est fondamental. On est à moins de 2 mois. Non, je parle en général. Vous parlez en général. Oui. Le député qui arrive, je crois qu'il a intérêt beaucoup plus à tenir compte de ses faiblesses et à donc combler ces vides-là par des spécialistes à son profit. Maintenant, du point de vue même du Parlement lui-même, il va falloir que le Parlement se renforce. Le Parlement se renforce, renforcement des députés par le fait
qu'il faille davantage accompagner chaque député ou les députés et de spécialistes capables de les éclairer. S'il disait la construction d'une nation, Jean Pliard, dans l'Arbre fétiche, la construction d'une nation moderne exige parfois la destruction de certaines reliques du passé. Et le baromètre social ou la nécessité que le peuple mange à sa faim ne doit pas être l'objectif unique d'un pays qui se veut prospère et moderne. Je suis d'accord que les réformes qui sont en train d'être faites sont calées dans le schéma selon lequel il faut que le maximum des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement proviennent de l'intérieur. De ce point de vue-là, il va falloir communiquer, on aurait dû et on doit communiquer suffisamment là-dessus. Et je suis d'accord également que le Bénin évolue dans une économie, dans un contexte d'économie mondiale capitaliste où il veut prendre sa place et non se mentir à lui-même. Lorsque le pasteur Alopo évoque la question du chômage, vous savez, la question du chômage, pour ne pas trop tergiverser là-dessus, c'est une question, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus pendant 6 ans et j'ai produit un ouvrage sur ça. C'est une question qui est plus structurelle que conjoncturelle. Quel est le contexte dans lequel le président actuel a pris le pouvoir et quel était l'état des lieux? La question du chômage n'était pas si réglée en tant que telle. Je crois que c'est un problème structurel et cela mérite peut-être un autre débat. Je ne voudrais pas trop... Vous avez attardé, oui. Voilà. Opposition et société civile comme fer de lance du Parlement ou fer de lance du développement, oui, ou comme élément de contrepoids du pouvoir en place. C'est vrai que de plus en plus, les travaux ont montré, nous constatons que la société civile est en train de prendre place de plus en plus dans les débats politiques. Mais quelle est la place que la société civile ira chercher dans une assemblée nationale? Notre constitution n'a pas prévu qu'une société civile soit représentée à l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui est représenté. Oui, et il ne l'interdit pas. Et en étant maillon du peuple, la société civile est fondue dans le peuple. Et elle est perçue comme un moyen de manifestation du peuple à un moment donné lorsqu'on n'est pas d'accord. L'opposition, oui, les élections qui viennent. Voyez, ne nous trompons pas de débat et ne déséquilibrons pas non plus le débat. C'est une élection à forte dose de stress, à forte dose d'incertitude, à forte dose d'inquiétude. Forte dose de stress parce que le compteur est mis à zéro. Et mouvance et opposition actuelle. Chacun sera en train de se demander, mais dans quoi j'ai mis mes pieds? Parce que ils sont allés dans des réformes politiques. Ils ont voté une loi sur la charte des partis politiques, une loi sur le statut de l'opposition. Il y a un certain nombre de réformes, mais ils sont en train de se rendre en cours de route. C'est comme un voyage dont la destination n'est pas très maîtrisée. La destination, là, c'est le 28 avril et la suite. Donc, vous allez revoir dans le rang de la mouvance. Très tôt, la mouvance a commencé par se mettre au pas, par s'arranger. Première étape, c'est qu'on a essayé de mettre en place les 2 blocs. On est en train de faire la revue des stratégies et des mécanismes. Et on va passer bientôt à l'offensive. C'est ce qui se lit. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'il y aura concurrence entre les 2 blocs? C'est une question scientifique qui mérite d'être posée. Est-ce que la concurrence entre les 2 blocs ne pourrait pas favoriser l'opposition? Du côté de l'opposition, quand on observe, on a l'impression d'une opposition dormante. Une opposition, puisque j'aime prendre tout en politique comme de la stratégie, on a l'impression d'une opposition qui veut surprendre désagréablement la mouvance. Sinon que, à partir de ce qu'on reçoit comme information et des constats qui se font, nous avons l'impression que l'opposition va en rang dispersé et que l'opposition risquerait de se réveiller un peu tard. Alors, que veut la mouvance? Je ne suis pas dans la tête du chef de la mouvance. Je ne suis pas dans la tête du chef de la mouvance, ni dans la tête de des barons qui le suivent. Mais je dis, la mouvance a besoin d'une majorité forte à l'Assemblée nationale pour ne plus rater le rendez-vous de la réforme constitutionnelle, la révision de la Constitution. Et réviser une Constitution, ce n'est pas forcément faire du mal à la Constitution. C'est ça, c'est l'un des enjeux politiques du pouvoir en place. Parce que si ce verrou est sauté, beaucoup de choses, beaucoup de réformes iront vite. Mais
il n'y a pas de réforme sans qu'on ne tienne compte à un certain degré des droits humains. L'opposition, quel est l'intérêt de l'opposition pour les élections à venir? Actuellement, là, l'opposition est un peu en perte de vitesse par rapport à la mouvance. Actuellement, avant les élections. Alors, il va falloir que l'opposition rapidement se soude et que l'opposition puisse aller vite. Dès que la campagne sera lancée, que l'opposition aille vite et que l'opposition puisse développer les stratégies nécessaires. Ça ne va pas être facile. Les stratégies nécessaires pour pouvoir empêcher la mouvance d'avoir une majorité écrasante qui lui permette de faire passer des lois comme à la poste. Parce que tout à l'heure, vous avez dit dans vos propos liminaires, et le pasteur Alopo l'a dit, vous semblez présenter, parce qu'on est dans un régime présidentiel, ou si vous voulez même présidentialiste, où le chef d'État joue son rôle et prend sa place, il connaît très bien le régime, il a très bien lu le régime, et les gens semblent dire même que c'est un chef d'État trop puissant. Non, c'est notre régime politique qui le rend puissant. Alors, dans un régime du genre, une opposition de cette facture-là à côté, ça ne fait pas la chandelle. Et il va falloir que l'opposition se redore son blason très vite pour qu'elle puisse jouer le jeu au Parlement. L'Assemblée nationale que nous aurons à partir des élections à venir, je rêve que ce sera une assemblée beaucoup plus intellectuelle, une assemblée qui regorge beaucoup plus de compétences du point de vue de la science politique, du droit. Alors, Pasteur Alopo, il y a votre vis-à-vis qui a passé un peu en revue vos craintes et il a ajouté un peu les éléments d'expertise, on peut dire. Mais vous avez conclu sur un aspect, j'aimerais bien vous demander si vous pensez que c'est bien cela le nœud de l'élection. Vous avez semblé dire vers la fin que tout se jouera comme un référendum pour le peuple, pour ou contre la gouvernance Talon. Mais quand vous avez suivi l'expert, vous pensez qu'il faut jouer le jeu des législatives prochaines sous cet angle? Merci. Je voudrais dire que 3 choses risquent d'arriver pour les prochaines élections législatives. Lesquelles? Les réformes du président Patrice Talon risquent de prendre un coup. Pour les législatives? Un coup d'arrêt. Je dis cela parce que le peuple a faim. Le peuple est c'est le peuple qui va entrer en opposition au gouvernement actuellement. C'est du jamais vu. Le peuple silencieux qui ne réagit pas, même si vous dites aujourd'hui nous avons une opposition dormante. L'opposition n'a pas la liberté de sortir, de se manifester comme la mouvance le fait aujourd'hui. Qui l'y a empêché, Pasteur Alopo? Mais puisque nous ne sommes pas en campagne, c'est une campagne précoce. C'est une violation des règles du jeu. Pour moi, la mouvance a peur de ce qui pourrait arriver demain. C'est pour ça que très tôt, elle est rentrée en pré-campagne et pour vendre à la population béninoise les réformes, les réalisations, les promesses qu'elle a eu à faire et que nous ne voyons pas visiblement sur le terrain aujourd'hui. L'aéroport de Glo-Djigbe, la route des Paches qui avance timidement. Il y a plein de projets qui ont été annoncés. 100 000 emplois, je l'ai dit. 100 000 emplois par an. Où sont les résultats des 100 000 emplois? Je suis désolé de le dire. Je suis au sein du peuple. J'écoute le peuple. Je le dis partout, le peuple béninois. Mais quand je circule, ce que j'entends, le peuple est mécontent de la gouvernance Talon. Je peux vous dire que j'ai participé à l'avènement de la rupture. J'ai accepté le concept de la rupture. Et je dis aujourd'hui, la rupture, telle que moi je l'ai comprise, n'est pas ce qui est en train d'être mis en place. Et vous avez compris que les anciens députés de l'ancien gouvernement se sont retrouvés à la rivière parce qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts. Nous voulons un Parlement neuf. Nous voulons que le Parlement soit renouvelé au moins à 50-70%. Et que les vieux
ceux qui ont déjà fait 4 à 5 mandats, qu'on les mette à la retraite. Mais vous n'avez pas dit ça. Avec les expériences dont la jeunesse aura besoin. Mais il y en a qui ont déjà fait 1 ou 2, 3 mandats. On peut les valoriser. Mais ceux qui sont restés au Parlement depuis le premier mandat jusqu'à ce jour, mais il faut qu'ils laissent la place aux jeunes, il faut qu'ils passent la main à d'autres personnes. Et c'est la vieille classe politique qui est à l'origine des malheurs de notre pays. On dit qu'il faut tisser l'ancienne corde sur la nouvelle. Je suis d'avis. Mais si l'ancienne corde est pourrie, comment on peut tisser la nouvelle sur l'ancienne corde? L'ancienne corde, je vous dis, elle est pourrie. Qui veut nous donner une leçon de démocratie aujourd'hui? C'est les mêmes personnes, mon cher, qu'on a connues sous Kérékou, qu'on a connues sous Soglo, qu'on a connues sous Kérékou 2, Kérékou 2, et qui sont revenus avec Yahi. C'est les mêmes qui sont retournés vers le président Talon aujourd'hui. Quelle leçon de démocratie il veut nous donner? La leçon de démocratie, ça compte? Oui, la leçon de démocratie, ça compte. Nous avons vu une opposition aux premières heures de la démocratie béninoise, entre 90 à 2000, de 2000 à 2006, l'opposition était forte à l'Assemblée. L'opposition avait joué un rôle prépondérant. Grâce à l'opposition, on n'a pas pu voter certaines lois. La Constitution qui devait être révisée au temps du feu général Mathieu Kérékou, on n'a pas pu. On a parlé de la société civile. Quel est le rôle de la société civile dans ces élections? C'est important. Vous devez vous rappeler que avant que le président Yahi Boni ne soit président, il y avait une loi qui était sur la table des députés, la loi d'exclusion. La société civile s'est levée. Bien que la société civile ne soit pas membre de l'Assemblée nationale, la société civile s'est levée à dire niet. Ils ont marché à l'Assemblée nationale. Je pense que la société civile a un rôle à jouer comme contre-pouvoir aujourd'hui. Mais si nous ne donnons pas la majorité à la société civile à l'Assemblée, il y aura trop de dérives au sein de la mouvance. Vous voulez dire que la classe politique a totalement démissionné ou a déçu au point où il ne faut pas lui faire appel? Notre démocratie est en danger. Ça, je ose le dire. La démocratie béninoise est en danger. La constitution de notre pays, la constitution de 1980 est violée par rapport à certaines lois liberticides qui ont été votées. Je suis pour les réformes. La police républicaine, je suis pour. Mais tout n'est pas bon pour le peuple. Qu'est-ce qui est bon pour le peuple? Est-ce que, vous savez, par rapport à la LEPI, sous Yahi, j'ai milité pour qu'on arrive à mettre la LEPI en place. Il y a eu un véritable dialogue entre la classe politique et la société civile. Il y a eu de nombreuses rencontres au palais de la République. Il y a eu des cellules qui ont été créées. Mais pourquoi la mouvance en place ne peut pas dialoguer avec la minorité? Nous voulons imposer nos règles à nous. Mais il y a les règles qui sont contenues dans la Constitution. Quand nous violons la Constitution, c'est que nous violons les règles du jeu. Prenons les insuffisances qu'on note au niveau du code électoral de la charte des partis politiques. C'est notoire. Nous voulons combattre les transhumances politiques. Quel est l'article de la charte des partis ou du code électoral qui sanctionne les transhumants politiques? Les députés sont malins. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après les législatives. Ah, les choses vont se bouleverser, vous ne savez pas. Ils vont acheter des députés à coup d'argent pour avoir la majorité. Même s'ils perdent la majorité au travers des urnes, ils vont acheter les députés à court de millions pour avoir la majorité, comme ils ont voulu faire pour voter la loi sur la Constitution. Et c'est en cela que nous disons non. Je ne dis pas qu'il faut donner une majorité absolue à l'opposition. Il est aussi important que la mouvance ait une majorité pour pouvoir gouverner. Je dis, si la mouvance n'a pas une majorité pour vous gouverner, c'est la fin du mandat de Talon. C'est une crise. Je ne suis pas pour. Moi, je suis pour qu'il y ait une classe, un groupe de députés centristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate?
il y a le PRD, l'UDBN, le parti ADN, qui sont UDN, qui sont aujourd'hui des centristes. Je souhaite de tout mon vœu qu'il y ait un groupe parlementaire centriste qui joue la bête entre la mouvance et l'opposition. Et qu'on ne donne pas une majorité absolue à l'opposition, ni une majorité absolue à la mouvance. Sinon, la crise va s'aggraver. Nous voulons, qu'est-ce qu'on veut pour notre gouvernance, pour notre pays? Notre pays a été un modèle de démocratie. Le monde entier en parle. Nous étions... Mais aujourd'hui, le Bénin reste toujours un modèle. Oh mon Dieu! Allez vous renseigner. Vous savez, les décisions de la Cour constitutionnelle qui a remis en cause tout ce que ses prédécesseurs ont eu à faire. Vous avez sur la réaction des autres pays, des autres pays membres de la Cour constitutionnelle. Ça n'honore pas notre démocratie. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui qui n'honorent pas notre démocratie. Je ne suis pas contre la création de la CREIET. Les avocats ont dénoncé. Le syndicat des magistrats ont dénoncé. Je ne suis pas membre de ce syndicat. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, oui, sur un certain nombre de points. Justinien, alors, l'enjeu, tel vous l'évoquez, est-ce qu'on pourra vraiment se les approprier? Une fois encore, ce sont les élus du peuple qui vont décider de l'orientation à donner désormais de la gouvernance. Et dans le schéma actuel des choses, est-ce qu'on arrivera à faire le choix qui s'impose? On joue finalement sur quel levier? Ok, merci. Le pasteur Lopo tout à l'heure a dit un certain nombre de choses, des choses très intéressantes. Il faut la once de la science pour les éclairer. Les réformes... On va y aller rapidement, passons à moins de 10 minutes. Okay. Les réformes du président Talon risquent de prendre un coup avec les élections à venir. Ça dépend. Le peuple va rentrer en opposition contre le gouvernement avec les élections à venir, ça dépend. Stratégie. Je ne suis pas le stratège de la mouvance ni de l'opposition, mais je crois que la mouvance aura intérêt à clarifier, à expliquer pourquoi telle réforme et pourquoi telle faiblesse de telle réforme. Et va développer des actions pour ne pas être noirci par l'opposition sur le terrain. L'opposition va vouloir certainement jouer sur les faiblesses des réformes pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Réel politique et idéal politique. La loi est-elle véritablement l'expression de la volonté du peuple? C'est une question qui peut être traitée. Théoriquement, oui, mais dans la pratique, la loi est toujours l'expression de la volonté d'une classe politique majoritaire au Parlement à un moment donné. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas refuser qu'on avance et qu'on recule des va-et-vient. Ce n'est pas impossible. Votre vis-à-vis ressort l'aspect du dialogue et qui reste un maillon indispensable, dit-il, de la loi fondamentale. Je viens sur cela. Et la mouvance va jouer sur les forces, je l'ai dit, un Parlement renouvelé à plus de 50%. Un Parlement neuf, j'en veux. Le Bénin en a besoin parce que ce que le pasteur Alopo n'a pas fait ressortir et qui est quand même déterminant dans la sociologie béninoise et dans la psychologie même béninoise, c'est que les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui sont au pouvoir, ne sont pas forcément ceux qui sont à l'Assemblée nationale. D'où la nécessité de l'humilité de l'homme politique, que ce soit chef d'État, que ce soit député, que ce soit président d'institution. L'humilité, c'est cette valeur en développement personnel qui consiste à reconnaître que ceux qui ne sont pas là pour conduire l'action, ils ont une certaine dose d'intelligence, une capacité à analyser mieux les choses que celui qui est en train de conduire. D'où le consensus qui a été érigé en valeur constitutionnelle par le juge constitutionnel béninois et qui occupe une place centrale dans l'étude du droit constitutionnel, tout au moins africain et béninois, doit être recherché. Moi, je crois plutôt que les élections qui viennent seront des élections où une certaine majorité va se dégager pour le pouvoir en place, parce qu'un président ne veut pas être au pouvoir et sa mouvance ira aux élections législatives pour revenir minoritaire. Ça va être analysé en son temps avec les outils de sciences politiques, mais c'est rare.
Mais je pense également qu'une certaine opposition est utile pour obliger la mouvance à rester, à recadrer les actions. Le vrai débat, c'est au niveau du consensus. Et les élections à venir, il va falloir que le peuple puisse nous conduire dans une démarche où nous allons davantage privilégier le consensus ou, si vous voulez, le dialogue majorité-minorité. La société civile n'a pas sa place à l'Assemblée nationale en tant qu'institution. La Constitution ne l'a pas dit jusqu'à maintenant. Mais la société civile au Bénin, en Afrique et dans le monde devient de plus en plus un élément puissant. La société civile saura jouer l'arbitre, saura arrêter, saura siffler les arrêts de jeu. La société civile est cour constitutionnelle. Je crois que la société civile au milieu de la cour constitutionnelle, du pouvoir, de la mouvance et de l'opposition, une société civile responsable, sérieuse et honnête, pourra amener les hommes politiques et pourra amener le juge constitutionnel. Elle existe déjà ou il va falloir la créer? Il me semble que depuis 2016, la société civile également est un peu en perte de vitesse et est en train de se recomposer. On est à moins de 3 mois, mais est-ce que ces défis, ce que l'on pourrait considérer comme idéal pour espérer un résultat satisfaisant pour la République sont tenables? Je pense que entre mon vis-à-vis il y a un point de convergence entre nous deux. Il faut un dialogue. Pour que le dialogue s'établisse, mouvance et opposition doivent pouvoir avoir une certaine majorité à l'Assemblée. Et qu'il y ait un groupe centriste qui joue le rôle d'arbitre. Qui ne soit ni opposition, ni mouvance. Ça existe dans tous les pays. Et moi, ce qui est important pour que le peuple retrouve ce pouvoir, bien que ce n'est pas le peuple qui va décider des lois. Nous voulons des députés patriotes. Tous les députés qu'on a connus qui ont eu des casseroles, il va falloir que même au sein de ces blocs politiques, et là je m'adresse au chef de l'État, Patrice Talon, qu'il fasse la part des bons grains et de l'ivraie. Parce que dans les grands blocs que nous voyons aujourd'hui, c'est des panés à crabe. Ça n'honore pas notre pays. C'est des gens qui vont à l'Assemblée pour se protéger, pour soigner leur image, pour faire du business. Ils vont là-bas juste pour voter des lois. Nous n'en voulons plus. Nous voulons des gens qui incarnent les valeurs démocratiques et qui sont prêts à dire non quand il faut dire non, qui sont prêts à dire oui quand il faut dire oui. Nous ne voulons pas des députés caméléons qui votent sur instruction du boss. Nous ne voulons plus de tels députés. Il faut que le jeu démocratique se fasse à l'Assemblée. Les acteurs politiques ont sans doute un rôle à jouer dans ce sens, mais le peuple également. Mais quel peuple, quand on sait que ce peuple, il paraît, n'est qu'à l'image du bon vouloir des acteurs politiques eux-mêmes. Un petit pain jeté par ici, un petit sac de riz par là, et la volonté de celui qui y est dénoncé doit être finalement prise en compte. Et je pense que c'est une prise de conscience. C'est pour ça que moi, je suis là. Hein. C'est un appel que je veux lancer au peuple béninois. Ça va être votre mot de la fin, l'appel, allez-y. Oui. Je pense que le peuple doit prendre conscience de son avenir d'abord et de l'avenir de la nation. Le peuple doit savoir que son avenir, c'est en ses propres mains et non entre les mains d'une classe politique. Merci à vous. Oui, Justin, malheureusement, le temps est complètement parti. Allez-y rapidement, ça va être en même temps la conclusion. OK. Le peuple n'a pas perdu le pouvoir parce que dans une démocratie représentative, il ne suffit pas, ce n'est pas parce que le peuple s'est fait représenter qu'il a perdu le pouvoir. Mais le peuple béninois, il faut l'étudier et le connaître. C'est un peuple pacifiste qui attend et en son temps dit ce qu'il a dit. Les jeunes en politique, c'est un débat qui mérite réflexion. Et enfin, les députés avec faute de compétences intellectuelles, sociales, économiques. Je souhaite cela, mais cela n'empêchera pas que la politique se fasse. Merci à vous, Justinien Rompati. Merci également à vous, Michel. Alors, pour la politique se fera, puisqu'on est sur un terrain politique, pour ce numéro-ci de 100% Bénin, nous allons nous en arrêter là. Le débat se poursuit, puisque le calendrier électoral est désormais disponible. On y reviendra plus amplement pour voir un peu les implications. 100% Bénin, pour le numéro du jour, ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'artiste écrivain homme politique britannique Bertrand Russell. Je le cite. L'ennui dans ce monde, dit-il, l'ennui, c'est que
les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.